nouveaux talents émergents parmi les femmes qui se lancent en tant qu'auteurs, en tant qu'entrepreneurs, en tant que conférencières et qui transmettent leur parcours, leur héritage. Et toutes ces femmes que vous voyez ici ont une histoire à raconter. Certaines étaient, comme Sandra, à la conférence l'année dernière, même endroit, même moment. Et entre l'année dernière et cette année, il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Elles vont vous le raconter. J'ai le plaisir d'accompagner, je ne me rends pas trop compte. Est-ce que je vous ai accompagné entre mars dernier et ce mois de mars là? Ouais. Sauf Natacha, c'est une vétérane de l'année dernière. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre mars dernier, je ne sais plus c'était quand, la conférence le 12 mars, le 9 mars et le 8 mars de cette année, j'ai accompagné 7 femmes à écrire leur tout premier livre. Applaudissez pour moi-même. Et gloire à Dieu. Voilà. Et j'ai écrit mon propre livre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Elles vont vous le raconter, mais surtout, elles vont vous raconter, leur livre est là, et elles ont toute une histoire. Je peux vous dire, préparez vos mouchoirs. Beaucoup d'émotions. Mais elles vont vous raconter leur histoire, et comment on a pu travailler ensemble sur leur projet de livre. Voilà. Alors, vous êtes prêtes, les femmes extraordinaires, les auteurs extraordinaires? Donc, je vais commencer par notre chère gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Alors, ton livre, qui est là, Indira Nina Grasso, qui nous viendra de la Martinique, qui va nous raconter son histoire et nous présenter son tout premier livre pour la première fois. Elle a juste reçu il y a à peine 3-4 jours. Voilà. Ah ben oui, hein, j'attendais quand même les applaudissements. Au cœur des échecs, la réussite, mon parcours vers l'accomplissement. On te donne la parole. Voilà. Est-ce qu'on pourra avoir un autre micro, s'il vous plaît, pour se faire circuler de ce côté-là, s'il vous plaît? Alors, bonsoir à toutes. Je suis vraiment très heureuse d'être présente, d'avoir fait ce déplacement pour venir jusqu'ici. Vraiment, je trouve ça vraiment wow. Et merci Muriel d'organiser un événement aussi exceptionnel. Et rien que pour ça, est-ce qu'on peut juste applaudir s'il vous plaît? Merci en tout cas. Donc, très rapidement, je vais partager mon histoire. Alors, en fait, donc, à ma naissance, et quand j'ai grandi, en fait, mes parents se sont séparés très tôt. Et suite à cela, j'ai vécu sans mon père. Et le manque, l'absence de mon père a créé un grand vide affectif depuis mon enfance. Ce qui fait qu'arrivé à l'adolescence, ça a été très difficile pour moi. Parce que inconsciemment, en fait, j'ai essayé de combler ce manque affectif en voulant cumuler les relations amoureuses jusqu'à arriver vers mes 18 ans. J'ai eu une relation amoureuse qui a été pour moi comme un déclic en fait. Un déclic, pourquoi? Parce que tout de suite, dès le début de cette relation, je suis tombée enceinte alors que j'avais que 19 ans. Et pour moi, c'était très difficile déjà d'annoncer ça à mes parents, ma famille, enfin voilà, c'était très difficile. Sauf que j'ai poursuivi cette relation, sachant que, en fait, je n'étais pas alignée avec cette personne avec qui j'étais. Et malgré moi, j'ai voulu absolument me convaincre qu'il fallait que je continue parce que j'étais... Il y a une chose que je ne voulais pas reproduire, c'était la même chose que ma mère l'avait fait. Et je me disais non, je dois continuer. Et malgré ça, en fait, j'ai connu vraiment le plus bas, si on puisse dire, au point où j'ai connu, comment dirais-je, un oubli de moi-même, où je n'étais pas alignée, on ne partageait pas les mêmes valeurs, on ne partageait pas... les mêmes choses, en fait, les mêmes centres d'intérêt. J'ai connu aussi la violence conjugale et tout ça a été très difficile jusqu'au point où j'ai failli un jour perdre ma vie, en fait. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit, wow, je ne peux plus continuer comme ça, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais chercher Dieu, c'est la seule chose qui me reste à faire. Et suite à cela, j'ai commencé à chercher Dieu, à me dire vraiment, il faut... Pourtant, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je n'avais pas encore fait cette rencontre. Pour moi, c'était vraiment ma dernière clé. Et suite à cela, j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, à apprendre de Dieu réellement.
Et je crois qu'à partir du moment où j'ai commencé à connaître Dieu, c'est de là que ma transformation a commencé. Et pour moi, ça a été transformateur sur plusieurs points. Déjà, sur un point physique, parce que j'avais pris énormément de poids. Et cela m'avait fait perdre confiance en moi. Et j'ai commencé à perdre du poids. Ça m'a fait aussi une transformation émotionnelle et mentale parce que j'ai réussi à pouvoir guérir de mes blessures intérieures depuis l'enfance, puisque depuis l'absence de mon père, j'avais ça encore en moi depuis longtemps. Et notamment une transformation spirituelle. Le plan spirituel, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est là que j'ai compris ça quand j'ai commencé à rencontrer vraiment Dieu dans ma vie. Et vraiment, aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je suis mariée, ça fait 7 ans. Et j'ai pu vraiment guérir de mes blessures, me transformer. Et j'ai 4 enfants, vraiment merveilleux. Mon plus grand, il a 13 ans. Et mon dernier, il a 5 ans. Et voilà. Oh, merci Indira pour ton parcours au cœur de l'échec, la réussite. Et aujourd'hui, tu as une mission, voilà, Titanic. Tu peux nous en parler et comment l'écriture de ce livre vient servir cette mission? Alors justement, donc, ma mission, c'est de pouvoir éveiller les consciences sur l'importance d'avoir un équilibre intérieur sur 3 points. Physiquement, le bien-être physique, le bien-être mental et émotionnel, c'est très important. Et surtout spirituel. Voilà, et pour cela, j'accompagne des femmes qui font face à de la dépendance affective, à pouvoir reprendre confiance en elles et à avoir une vie plus épanouie. Et c'est la raison pour laquelle justement j'ai écrit mon tout premier livre intitulé « Au cœur des échecs, la réussite, mon parcours vers l'accomplissement ». Wow, formidable. Au cœur des échecs, la réussite, mon parcours vers l'accomplissement. Alors dans son livre, on y trouve une méthode, voilà, qu'elle transmet. Tu peux rapidement nous parler de la méthode et nous dire aussi l'expérience d'écriture du livre, comment ça s'est passé pour toi. D'accord, très bien. Alors, ma méthode, donc déjà, dans un premier temps, je vous invite tout à l'heure, si vous pouvez passer sur mon stand. J'ai un stand qui est juste là. Et alors, ma méthode s'intitule la méthode éveil, que j'utilise donc pour accompagner les femmes sur 3 aspects que vous pourrez découvrir plus tard. Alors, comment s'est passée l'écriture du livre? Pour moi, ça a été quelque chose de vraiment exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est vrai que par rapport à mon parcours, ça fait longtemps que je voulais écrire un livre et je ne savais pas vraiment en combien de temps, je n'avais pas posé vraiment de date ou quoi que ce soit. Et je crois que lorsque j'ai rencontré Muriel l'année dernière en Martinique, en 2024, je me suis dit, waouh, c'est mon opportunité, c'est maintenant. Et vraiment, je bénis le Seigneur d'avoir fait cette expérience. Et vraiment, je recommande à toutes les personnes qui ont une histoire et qui ont ça en elles et qu'elles sentent qu'elles ont le besoin de vouloir écrire leur histoire. Cette histoire, en fait, ça va impacter certainement des personnes. Et je crois que finalement, on peut dire que notre histoire est là aussi pour impacter des vies. Donc voilà. Merci beaucoup Indira. Indira Vinagration, cœur des échecs, la réussite. Rencontrez-la pour avoir votre dédicace à son stand. Merci infiniment. Alors, je vais aller de ce côté et je vais donner la parole à notre cher Aristide Zebazé. Non, c'est bon, c'est pas grave. Je vais lui donner, ouais. Ça va aller, on va passer comme ça. Aristide Zebazé, à toi la parole. Alors, bonsoir. Je suis Aristide Zebazé et je suis une femme glorieuse. Yes! Extraordinaire et glorieuse. Ou glorieusement extraordinaire. Aïe, aïe, aïe. Yes, yes. On dit souvent que le mariage, c'est comme une mélodie, une belle mélodie. Mais sauf que parfois, pendant que l'autre chante du gospel, pendant que l'un chante du gospel, l'autre chante, n'est-ce pas, du reggae. Nous avons toutes des différences. Et cela fait parfois sourire. Mais dans un mariage interreligieux, ça peut parfois créer de grands défis. Il fut un temps, dans ma relation, c'était vraiment catastrophique. Mon mari et moi, on se prenait la tête tout le temps. On se disputait, il y avait des querelles pour un rien. On se prenait la tête. J'étais épuisée, fatiguée, j'étais prête à abandonner. J'étais au bout du divorce.
Jusqu'un jour où mon fils, tout petit, vient me voir, les larmes remplies les yeux remplis dans les larmes remplies dans les yeux, et me demande, maman, vous allez divorcer? Ce fut un électrochoc pour moi à ce moment-là. Et là, j'ai pris conscience. Il ne s'agissait pas seulement de ma relation, il s'agissait, n'est-ce pas, de notre famille. Il s'agissait de ce petit être-là qui devait être détruit. Et du coup, je me suis rappelé cette parole de la Bible qui dit « La femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la détruit de ses propres mains. » Alors, dès cet instant, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié pour la sagesse. J'ai prié pour ma relation, pour ma famille. Et avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé des solutions qui aujourd'hui m'ont permis d'être encore dans mon mariage. Et mon mari et moi, nous avons appris, n'est-ce pas, à transformer nos différences en de force. Force de cette espérance. Forte de cette expérience est né mon livre « Deux chemins, un destin ». Et également la méthode ECFC que je partage également à l'intérieur. Cette méthode qui, n'est-ce pas, se constitue en 7 étapes, qui approfondit en fait, qui transforme en fait, qui vient, n'est-ce pas, toucher tous les points de ta relation conjugale et de ta vie personnelle également. Donc ça fait un tour 360 degrés. Si tu te trouves dans cette situation comme moi avant, toi qui me regardes aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. La parole me dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis là pour t'accompagner avec l'aide du Saint-Esprit. Ton mariage ne peut pas être détruit. Il sera restauré par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'accompagne des femmes. Aujourd'hui, j'aide des femmes, n'est-ce pas, à améliorer leur relation au travers, n'est-ce pas, de cette méthode dans le livre que je n'ai pas retrouvé là comme ça. Ah ben ouais. J'aide les femmes, n'est-ce pas, à transformer leur relation grâce à cette méthode, la méthode ECFC, épanouissement conjugal pour femmes chrétiennes. Alors, si tu veux en savoir plus, tu peux me contacter sur mes réseaux sociaux, Aristide Zébazé, ou tout simplement là, sur mon stand. Et tu t'offres en fait cet exemplaire qui sera dédicacé par moi. Yes. Je suis Aristide Zébazé, une fois de plus, architecte d'épanouissement conjugal. Soyez bénis. Merci beaucoup. Donc, j'ai entendu que tu nous offres à toutes ces femmes tout le stock de ton livre, c'est ça, non? Une offre peut être rémunérée. Alors... Ah d'accord, c'est pas gratuit. Une offre payante. Merci beaucoup. Alors, dis-nous, en termes de l'accompagnement, comment on a travaillé ensemble sur l'écriture de ton livre, dis-nous rapidement comment ça a été l'expérience pour toi. Ah ouais, c'était une expérience franchement très enrichissante, très mouvementée parce que, on l'a dit tout à l'heure, lorsque tu écris ton histoire, il y a beaucoup d'émotions qui reviennent. J'ai pleuré dans certains chapitres quand j'écrivais, quand je me remémorais de certaines choses. Et au départ, comme j'avais dit à Muriel, j'avais peur d'écrire. Je me disais, qui est intéressé, même qui sera intéressé par mon histoire? Qu'est-ce que ma famille va dire? En fait, je me rends vulnérable parce que je partage ma vie personnelle, ma vie privée à des centaines de personnes. Qu'est-ce que mon époux va penser? Qu'est-ce que ma famille, ma maman, mes soeurs, mes frères et sœurs, ma soeur est là aussi pour me soutenir. Qu'est-ce qu'ils vont penser en fait? Mais avec l'aide de Muriel, on a essayé, on n'a pas essayé, mais on a vraiment démantelé toutes ces pensées limitantes en fait qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Et je te dis simplement merci Muriel, avec reconnaissance. Merci pour la confiance. Yes. Donc vous retrouvez Deux chemins, un destin, ouais, je vois l'harmonie conjugale. Vous voyez, elle a aussi son wow factor, le violet, le jaune, la bille, de la tête aux pieds. Voilà, on va vraiment travailler sur tout ce concept. Cette méthode est juste fantastique. Merci beaucoup Aristide. Yes. Alors, je donne la parole, je vais de ce côté, toujours en Martinique, à Manuela qui va se présenter son livre. Je t'en prie.
Merci Muriel et merci. Alors, je crois qu'il y a des rencontres que l'on ne soupçonne pas et qui viennent à nous tout simplement. Alors, mon histoire avec Muriel, elle débute par l'ambassadrice du Beaton Brunch en Martinique qui me demande de faire une intervention parce que je suis consultant expert en entrepreneuriat. Et donc, Laurie va me demander de faire une intervention sur le Beaton Brunch. Je vais d'abord décliner, parce que je ne serai pas présente au moment où elle va me demander. Et Laurie va revenir à la charge 2 mois après en me disant, Manuela, je veux absolument que tu interviennes. Et donc, je vais intervenir au mois d'août de l'année dernière. Vous allez excuser ma voix. Et donc, je vais intervenir, je ne connais pas du tout Muriel. Je suis invitée sur un événement de quelqu'un que je ne connais pas. Et donc là, je vais découvrir des femmes qui se réunissent et qui donc, lors de ces Beaton Brunch, vont se rencontrer et vont parler d'entrepreneuriat. Lors de cette rencontre, Indira, qui est juste là, va annoncer qu'elle a choisi d'écrire son livre avec Muriel. Alors vous imaginez que dans mon cerveau, ça fait un petit ting, parce que ça fait 10 ans que je me dis qu'il serait temps que j'écrive mon propre livre. Et donc, j'entends ça, je me dis, mais il faut vraiment que je la connaisse, Muriel. Donc moi, je fais mon intervention, Muriel intervient après, et on va se connecter. 10 ans que je veux écrire, 3 ans que j'ai une coach qui me dit, Manuela, tu passes le cap quand, tu passes le cap quand. Et avec Muriel, ça s'est fait en une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'Indira a dit ça, j'ai été voir qui est Muriel, j'ai pris rendez-vous avec elle. Pour l'anecdote, le jour du rendez-vous, j'étais en plein déménagement. Je lui dis, Muriel, c'est déjà fait. Je vais écrire mon livre avec toi. Donc tout ça pour vous dire que parfois, il faut suivre son cœur, il faut suivre quand c'est le moment, et puis quand vous rencontrez la bonne personne, eh bien, c'est fluide, et puis vous y allez. Voilà. Donc parle-nous de gravir sa montagne, entreprendre un chemin de réalisation, soit ton histoire. Mon histoire. Donc j'accompagne depuis 5 ans je vous mets le contexte de l'histoire, déjà depuis 5 ans des entrepreneurs, quand j'ai décroché mon premier gros contrat. Et à l'issue de ce premier gros contrat, je fais le choix de créer 2 emplois. Sauf que quelques jours après la signature de ce contrat, la Martinique va vivre, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2009, une crise sociale qui va durer 40 jours. Donc crise sociale, pas d'activité, pas de travail, c'est la grève. Au bout de 15 jours, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'essence. Donc vraiment, il faut imaginer la crise sociale. Et à ce moment-là, je vais commencer à vivre mes premiers doutes et mes premières peurs. Alors que ça fait 5 ans que je suis à mon compte et que ça roule tranquillement. Premiers doutes, premières peurs qui vont être liées surtout à la sécurité financière. Et c'est ça que je vais connecter avec Muriel, parce que depuis un moment, j'arrêtais pas de me dire mais que beaucoup d'entrepreneurs n'arrivent pas à vivre de leur activité, beaucoup d'entrepreneurs vivent le manque, et j'arrivais pas à trouver mais c'était quoi le truc, comment on pouvait les aider. Et c'est là que je suis allée connecter dans ma propre histoire, les peurs que j'avais vécues, la peur du manque, l'insécurité financière, de manière à trouver comment moi je pouvais aider les entrepreneurs à vivre de leur activité et à faire de cette peur-là une puissance créatrice pour eux. Donc gravir sa montagne, entreprendre un chemin de réalisation de soi, c'est une inspiration. Pareil, comme Muriel m'a demandé, mais le nom il est venu, j'ai été inspirée et l'idée c'est ça, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs solo, les dirigeants TPE qui vivent la peur du manque et qui justement ont besoin de transformer cette peur du manque-là en puissance créatrice de manière à atteindre la sécurité financière. Et un autre élément qui est important pour moi, c'est vraiment l'équilibre familial. Parce que je suis maman solo de 2 jumelles et pour moi c'est important d'allier le business et son équilibre personnel. Formidable. Et dans ton livre, on trouve aussi une méthode, gravir sa montagne en 7 étapes. Pratico-pratique. Formidable. Merci. Et donc, tu nous as parlé d'expérience d'écriture, et du coup, pour toi, aujourd'hui, ce rêve est devenu une réalité. Comment tu te sens? Ça fait juste 3 semaines que tu es au père. Je l'ai reçu la semaine dernière, donc c'est vrai que c'est juste wow, quand on le tient dans ses mains, et puis on se dit, mais on y est arrivé, et c'est vraiment de vous inviter
à le faire, comme tu disais tout à l'heure, mais à le faire pour soi. C'est d'abord, vraiment, ça a été une expérience pour moi, un challenge pour moi, que j'ai envie de partager maintenant. Mais au moment de l'écriture, je l'ai fait pour moi. C'était mon propre challenge. Et puis Muriel sait nous accompagner dans l'ensemble de ces étapes-là. Ce n'est pas toujours évident. Hein. Vous avez des moments de doute, vous avez des moments où vous n'arrivez pas à écrire, vous avez des moments où vous voyez le temps passer. Mais Muriel a ce doigté, elle a cette présence qui permet justement d'avancer et de progresser sur son... Parce que pour moi, c'était vraiment un challenge. On l'a fait en 90 jours. C'est chasse, mais nous l'avons fait ensemble. Bon, bravo à toi, merci pour ta conférence. Merci. Et elle a sa conférence, Gravir sa montagne qui arrive aussi bientôt, donc une livre devient aussi une conférence. Voilà, tout à fait. C'est ça aussi la vision du livre, hein, quand on travaille sur les livres. Formidable. Alors, je vais donner la parole de ce côté à notre chère Kamel Bella, qui va nous raconter son histoire. Elle a écrit « Résilience briller à travers ses cicatrices ». Ah. Alors, juste une chose, nous retrouvons aussi Manuela à son stand, hein, juste là. Si vous voulez une dédicace de son livre, échanger avec elle, voilà, il est disponible aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'aurai les droits au but. Mon histoire commence le 6 août 1998. Non, excusez-moi, vous l'entendez bien? Ça va, d'accord, super. Mon histoire commence le 6 août 1998. Je suis à l'aéroport, à Pointe-Noire, en République du Congo. Et je suis prête à embarquer pour Paris. J'ai 18 ans. Et j'embarque avec moi des valises. Des valises physiques, mais aussi des valises invisibles. Alors, dans ces valises invisibles, il y a mon enfance, toute mon enfance. Mon enfance est marquée par la violence que j'ai vécue de la guerre, de cet Congolais qui m'a pointé sur la tempe, la Kalachnikov qui était prête à mettre fin à mes jours en l'espace de quelques secondes. Ces violences qui ont été marquées par mon enfance, qui a été marquée par les violences de cet oncle qui prenait plaisir à me violer, qui prenait plaisir à prendre le temps de me violer quand profiter de chaque occasion et me présenter des cadeaux, me donner des cadeaux pour me faire taire, surtout pour ne pas briser, ne pas donner le souffle, ne pas le dire. Ces bagages invisibles sont aussi marqués par, en tout cas, cette enfance marquée par ma mère qui me bat, qui me frappe avec la courroie de la voiture. Mon corps est boursouflé, douloureux. Tout ça pour avoir dit que tonton faisait des gestes incestueux. Je souffre, mais je garde tout pour moi, parce qu'il ne faut surtout pas le dire. Alors, je suis dans cet avion et j'embarque pour Paris. J'arrive à Paris, je suis émerveillée par ce qui se passe. Et je me dis que j'ai laissé derrière mon passé, mais en fait, tout est ancré dans mon ADN, toutes ces souffrances. Je vis à Paris, j'évolue, seulement plus tard, j'attire à moi des relations toxiques. J'attire à moi toutes sortes de relations qui finalement, une me marque en priorité. C'était la goutte de trop. Cette relation avec cet homme qui me frappe, qui m'étouffe, ses grands bras entre mon cou, me soulève avec ses mains, mes pieds battant dans les airs. J'arrive plus à respirer et j'ai pas le choix, c'est lui ou moi. Alors je trouve un objet le plus proche de moi, ça dure quelques secondes, c'est très rapide. Mais j'ai pas le choix, il faut que je trouve cette solution rapidement, je n'arrive plus à respirer. Et quand je trouve cette solution, cette lame de gilet, il y a du sang partout. C'était lui ou moi. J'arrive à m'extirper, mais à quel prix? Et finalement, quand je sors de là, j'arrive à trouver la solution de pouvoir partir de cette relation. Et j'atterris, je vais où? Chez ma marraine qui est là présente, qui m'accueille et qui m'accueille finalement, qui m'accueille comme une mère, qui représente finalement ma mère ici en France. Et donc je suis remplie de gratitude par rapport à ça, mais finalement, je me rends compte que je développe des maladies auto-immunes, comme si je m'auto-flagellais. Je ne voulais pas vivre, mon corps ne voulait pas vivre, n'a pas supporté tout ce qu'elle a pu vivre. Et donc j'ai souffert de ça. Mais finalement, la maladie a été l'élément déclencheur. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a une chose qui m'a toujours plu, le rire de mon père. Et le rire de mon père, je m'en suis rappelé. Je dis, mais c'est ça
mais c'est cette énergie-là que je veux ressentir. Mais c'est dans cette énergie-là que je veux être. Alors je me suis entourée, je me suis accompagnée, j'ai investi en moi pour me ressourcer, pour retrouver le sourire, pour retrouver l'équilibre et la joie. Je me suis formée en rigologie, en yoga du rire, tout ça pour récupérer cette énergie que j'avais perdue. Et finalement, quand je l'ai retrouvée, je me suis dit, waouh, mais en fait, je dois le dire. Et là, je le disais haut et fort, ce que j'avais subi. J'ai subi des violences, j'ai subi l'inceste, j'ai subi des violences en tout genre. Mais en fin de compte, la joie, le rire est venu réveiller cette lumière divine qui sommeillait en moi. Et finalement, quand elle était réveillée, cette lumière, j'ai commencé à le dire haut et fort. Et j'ai entendu des oui, moi aussi, oui, moi aussi, oui, moi aussi. Et là, je me suis dit, waouh, il y a trop de femmes qui sont concernées par le sujet. Mais je ne peux pas garder cet accompagnement, tout ce que j'ai bien pu faire pour moi, que pour moi. Alors j'ai décidé de me faire accompagner, mais surtout par Muriel, qui avec elle m'a drivé pour pouvoir créer ma méthode. Et ma méthode, je l'avais déjà en tête, elle était déjà là. Sauf que j'avais besoin d'être canalisée parce que je suis très créative, donc à un moment donné, il faut canaliser un peu toutes mes émotions. Donc Muriel m'a canalisée. J'ai canalisé toutes ces émotions. Et je suis passée par un arbre. Pourquoi un arbre? Parce que mon arbre, vie là-haut, c'était celui qui m'accompagnait petite. Et sur qui j'étais là-haut, je priais, je méditais en disant, pourtant j'avais que 8 ans, mais là j'espérais déjà, je me voyais, je me visualisais autrement que ce que j'étais. C'était ma façon à moi de vivre. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes à ouvrir la voie vers le chemin de la résilience. Il y a trop de femmes qui sont concernées par le sujet. Et donc j'en ai parlé à une journaliste du magazine Amina qui m'a fait 2 pages dans le magazine. Il vient de sortir et qui explique effectivement que votre sujet est non seulement un sujet d'actualité, parce qu'après l'affaire que vous connaissez, il y a trop de personnes, trop de femmes, trop d'enfants qui vivent l'inceste. Il y a trop de femmes, plus de 6 millions de personnes sont concernées par le sujet. C'est juste plus possible. On doit ouvrir la voie, on doit changer de route, on doit éduquer autrement, reconstruire. La reconstruction se fait déjà de notre côté. Ça peut être notre voisine, notre soeur, notre mère, notre cousine qui a besoin de se reconstruire. Il est temps d'ouvrir la bouche, il est temps de se reconstruire. Alors j'invite vraiment les femmes à se reconstruire. Donc, les accompagnements que je fais, c'est vraiment pour aider les femmes à se reconstruire, parce que les femmes d'aujourd'hui qui donnent naissance, c'est la génération de demain. Si les traumatismes ne sont pas libérés, bah, ça fait une société dépravée. Merci Kamel Bella. Kamel qui était à la conférence assise l'année dernière. Voilà, elle fait des déplacements de Grasse dans le sud de la France. Je viens de Grasse, du sud de la France. Elle a pris sa place, elle a assisté à la conférence. Tout à fait. Et dis-nous la petite anecdote. Hein. Ben, la petite anecdote, c'est que Muriel, je l'avais juste vue. Et en fait, je l'ai vue par une amie à moi qui est là. Belinda, si tu peux lever ta main. Belinda, qui a eu une interview avec Muriel. Et donc, moi, un jour, j'ai fait un rêve. En fait, c'est parti d'un rêve, comme quoi le rêve impacte. C'est parti d'un rêve, Dieu m'a révélé sûrement, m'a emmené vers cette femme en me disant, va vers elle. En fait, j'ai rêvé de Muriel qui me tente dans mon rêve. Et c'était un entretien qu'elle avait eu avec Belinda, une de mes copines, mais qui datait d'il y a 1 an ou 2 ans, pendant le Covid. Mais je ne me rappelais plus du tout de cette interview. Et 1 an ou 2 ans plus tard, je fais un rêve de Muriel qui me tend le micro et qui me dit, arrête d'écrire sur tes papiers, viens me voir, je te tends le micro et tu me parles de ton histoire. Donc le rêve est devenu une réalité. Les papiers sont devenus un livre. Voilà, donc c'est parti de là. Et voilà, et donc c'est ça. La conférence que je suis venue l'année dernière, j'ai dit bon, ben c'est bon, 2 jours après, je l'ai appelée parce qu'on commence. Voilà, formidable. Merci Kamel Bella, vous l'avez rencontré à son stand. Prenez une dédicace de son livre. Juste une dernier mot. Petit dernier mot, parce que je fais un jeu concours. Alors là, si vous n'avez pas participé, vous ratez quelque chose. Il y a un jeu concours en ce moment là. Vous participez, je fais gagner un accompagnement complet à une femme d'une valeur de plus de 2 000 €.
Donc vous allez participer, pour celles qui sont concernées, je sais qu'il y en a qui sont concernées parce que le sujet est tellement fort. Donc vous allez participer et il y aura un jeu concours avec la main innocente qui sera Muriel, bien évidemment, et qui va offrir justement à une femme l'accompagnement. Merci beaucoup, Canal Bella. Vous êtes à l'heure de ces cicatrices, parcours de résilience. Waouh. Alors, nous avons Natacha. Natacha était là à la table ronde l'année dernière, donc elle a déjà écrit son livre depuis 1 an. C'était le premier anniversaire de son livre. Elle est là pour nous raconter son histoire, mais surtout depuis qu'elle a écrit son livre, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce que ça a changé. Natacha, 15 ans pour être mère au combat de la stérilité à la maternité. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez toujours bien? Yes. Alors, tout d'abord, je voudrais dire franchement merci à Dieu. Parce que déjà, c'est la 2e fois que je suis à cette conférence. J'aurais jamais cru que je serais à une conférence dans ma vie. Pour faire court, mon histoire commence en 2001. J'ai 24 ans. Retenez cet âge. À 24 ans, le médecin m'annonce une nouvelle. Je suis stérile. Stérile. Parce qu'on m'a enlevé mes 2 trompes suite à une grossesse extra-utérine. Et j'ai 24 ans. Je suis un bébé encore, jeune fille. Et cette nouvelle m'a tellement traumatisée que j'ai fait un déni, un blocage sur ça. Et ce que je voulais, moi, c'était avoir un enfant. Coûte que coûte, avoir un enfant. Et la personne avec qui j'étais l'avait remarqué, le savait. Et a commencé à jouer de ça. A pris ça pour faire subir autant d'abus, comme je l'ai dit toujours, des abus physiques, des abus psychologiques, des violences conjugales, on en parlait tout à l'heure. On parlait aussi de dépendance affective, parce que tellement je voulais de cet enfant que j'avais un pacte avec lui. S'il venait comment dirais-je, au traitement, parce que on m'avait dit que je pouvais avoir des enfants avec la procréation médicalement assistée. Donc lui, s'il venait, ce qu'il avait fait la veille ne comptait pas, tant qu'il venait pour que je fasse mon traitement. Et ça a duré comme ça pendant des années, des violences. Il y a eu des coups, c'était vraiment douloureux. Et à un moment, il y a eu même un enfant qui est né dedans. Il a fait un enfant dehors. Et moi, tellement que je voulais cet enfant-là, j'ai accepté. Et il y avait une voix, là on parle de Dieu. Il y a une phrase qui me suivait, comme j'ai dit toujours, c'est crois et tu verras ma gloire. Et je me suis accrochée à ça. Mais au début, je m'étais accrochée à ça avec la mauvaise personne. À un moment, je me suis séparée parce que le c'est tout. Donc c'est fini. Mais la phrase de Dieu était toujours en moi. Et comme je suis une personne très spirituelle, je croyais vraiment que j'allais avoir ces enfants. Et des années plus tard, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari aujourd'hui. Et on a commencé à cheminer ensemble, je lui ai expliqué l'histoire. Je lui ai dit voilà, j'ai plus de trompe, comment on fait? Bon, lui ne connaissait pas, il a été voir sa mère, ça c'est une autre histoire. On connaît les histoires des mamans africaines, ça c'est dans mon livre aussi. Et donc, on s'est battu, à un moment il a commencé, je lui ai dit stop. Si tu veux on avance, si tu veux pas on laisse. Moi je ne vais pas partir dans la même histoire. Et donc, on a cheminé ensemble. Et pour faire court, je dirais que Dieu a fait grâce. Grâce comment? Parce que pour toute personne, il y a des miracles. Aujourd'hui, je suis spirituelle. Les miracles se passent de différentes manières. Il y a des personnes qui auront des enfants spontanément, d'autres qui auront des enfants par le biais de la procréation médicalement assistée, et d'autres qui auront des enfants également par le biais de la procréation médicalement assistée, mais encore plus approfondie. Donc moi, j'ai eu mes 2 filles par une FIV avec don d'ovocytes. Et je remercie vraiment Dieu, dans un premier temps, les médecins qui m'ont accompagné parce qu'ils étaient là. Et j'avais des pensées limitantes qui montaient des blocages que j'avais moi à ce temps-là. J'avais une haine contre le corps médical. Parce que comment ça s'est passé, il y avait des internes qui n'avaient pas bien diagnostiqué mon problème. Donc ce qui m'a obligée à perdre ma 2e trompe. Donc j'avais une haine contre les internes, les médecins. Et quand j'ai commencé à suivre des médecines alternatives, comme la sophrologie ou tout ce qui est acupuncture, j'ai découvert ces déblocages-là. Et automatiquement, quand je suis repartie, mon médecin m'a dit non, vous êtes différente. La prochaine étape, ça va réussir. Sachant que j'avais fait énormément de films. Quand je suis partie, je suis tombée enceinte. Yes. Et aujourd'hui, je suis la maman de 2 merveilleuses princesses
Bon, merveilleuse, mais quand même avec... Donc voilà. On reste sur le merveilleuse. Wow. Alors, tu as écrit ton livre, ça fait 1 an. Juste rapidement, dis-nous, alors qu'est-ce que ça a changé pour toi et les femmes qui entendent ton histoire aujourd'hui? Alors déjà, pour moi, dans un premier temps, j'avais besoin d'écrire ce livre parce que il fallait que je pose tout ce que j'avais en moi sur le papier, mais pour moi. Et après, quand on en avait discuté, qu'est-ce que je veux faire avec ça après? Donc après, j'accompagnais des femmes, je voulais accompagner des couples. Et dans cet accompagnement-là, comment ça s'est passé? J'ai pu rencontrer plusieurs couples, plusieurs femmes qui ont eu ce déblocage-là, qui ont dit oui, on a besoin de ça. Parce que dans nos communautés, tout à l'heure je parlais des belles-mères, mais les communautés afro et afro-descendantes, c'est très compliqué. Moi j'ai eu des primates. Ma belle-mère disait à mon mari, qu'est-ce que tu vas faire avec une femme? Je vais garder mes larmes avec un ventre cimetière. Et ça, c'est ce que toutes les femmes qui sont dans ces situations en Afrique, aux Antilles, aux Amériques, j'ai même eu la Polynésie française qui me disait, oui, on souffre. Et merci d'en parler. Merci de vraiment révéler ça, parce que tu nous libères. Et il y a une femme, une sœur, qui est venue me dire, merci pour cela. Parce que grâce à toi, j'ai compris que je faisais du mal à ma belle-sœur. Donc elle, c'était le bourreau. Elle a compris qu'elle faisait du mal à sa belle-sœur. J'ai dit non, merci à toi, parce que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Wow. Merci Natacha. Merci. Vous retrouvez Natacha, 15 ans pour être mère. Allez lui parler. Elle pourra aussi vous présenter son livre. Je crois que, je ne sais pas si tu as des copies avec toi. Oui, tout à fait. Voilà, allez la voir et prenez une copie de son livre qui va vraiment vous inspirer. Ou offrez-la à une femme que vous savez souffre en silence. Ou peut-être à quelqu'un dans une famille qui joue le rôle du bourreau aussi, vraiment pour que cela cesse. Hein. Vraiment, merci Natacha. Merci beaucoup, Marianne. Merci à tous. Alors, on va passer de ce côté. Je donne la parole à Solène Kouloula, qui a écrit son livre, La puissance de l'amitié. Quand les femmes marchent ensemble, tout devient possible. Yes. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être là. En fait, l'année dernière, j'étais à votre place et j'écoutais les femmes parler de leur livre, parler de ce projet qu'elles avaient et parler de comment Muriel les avait accompagnées à mener à bien ce projet. Et je me suis dit, l'année prochaine, c'est moi. Et il y avait une amie qui était avec moi et je l'ai déclaré, je lui ai dit. Et tout de suite après la conférence, pendant la conférence, je crois à la pause, je suis partie voir Muriel et je lui ai dit, je vais écrire un livre, je vais l'écrire pour cet été, j'ai le thème, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai juste besoin de quelqu'un pour m'accompagner et je pense que c'est toi. Elle m'a dit ok, on y va. et je crois que 2 semaines après la conférence, on s'est mis au travail. J'avais une histoire à raconter, c'était mon histoire et l'histoire de femmes qui avaient fait le choix de marcher ensemble. C'est des femmes que j'ai rencontrées, des femmes d'horizons complètement différents. Et en fait, avec elles, j'ai découvert une nouvelle vision de l'amitié. J'avais déjà des amis, j'avais déjà tout ce qu'il me fallait. Et pour moi, je n'avais pas besoin de plus. Mais Dieu m'a dit que non, il y avait plus encore, il y avait plus en réserve pour moi en amitié. Il m'a conduit vers des relations juste exceptionnelles et on a vécu des choses juste extraordinaires. Franchement, je ne regrette pas ce choix, on ne regrette pas ce choix d'avoir ouvert nos cœurs et élargi nos horizons au niveau de nos amitiés. Dans ce livre, je vous partage une méthode pour que vous aussi vous puissiez vivre ce renouveau dans vos relations, dans vos amitiés. C'est une méthode qui vous aide, qui vous donne 5 racines pour obtenir une relation, enfin des amitiés saines et durables. Et donc du coup, la méthode, elle vous donne des exemples concrets. Ah, on m'entend plus. Ah bah. Des exemples concrets, des conseils pratiques surtout, et de la réflexion par rapport à vos amitiés pour faire un point là où vous en êtes. Et voilà, ça vous permet un petit peu de vous situer et d'avoir aussi des moyens d'entretenir ces relations. Yes. Alors depuis que tu as sorti ce livre, qu'est-ce qui a changé pour toi et la vie des femmes qui lisent ce livre, qui ont peut-être souffert dans les amitiés? Moi j'aurais bien voulu avoir un livre comme ça il y a beaucoup d'années auparavant pour m'éduquer sur justement l'amitié. Alors quel changement tu vois dans la vie des
il y a plusieurs femmes effectivement qui sont venues par rapport à ce livre, qui m'ont dit que ça les a guéris dans leur relation, ça les a aidés à ouvrir leur cœur alors qu'elles étaient complètement fermées à l'amitié. Elles s'étaient dit non, c'est pas pour moi, j'ai trop souffert, je laisse ça de côté. Et voilà, différentes personnes qui m'ont dit non, c'est vraiment un livre qui m'a encouragée et qui m'aide. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles ont pu réaliser certaines blessures qu'elles avaient pu occasionner aussi. Donc elles se sont repositionnées en demandant pardon à certaines personnes. Enfin voilà, donc je suis vraiment ravie de voir l'impact. Au-delà de l'accomplissement d'avoir écrit un livre, c'est vraiment la joie de voir l'impact que ça a dans les vies des autres personnes. Yes, formidable, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous savons que vraiment les relations que nous avons sont importantes pour nos destinées, pour notre héritage. Donc je vous encourage vraiment, si vous avez besoin d'un guide, pour mieux vivre vos amitiés, à vous procurer une copie du livre de Solène. Je veux juste dire quelque chose dont j'ai pris conscience tout à l'heure en étant assise. La dernière fois que l'année dernière quand je suis venue à la conférence, Muriel, tu m'avais invitée. Et ça a été une semence que tu as déposée dans ma vie. Et du coup, après, j'ai pris le courage d'écrire ce livre. Et voilà, merci. Merci pour cette semence que tu as déposée. Plaisir, c'était ton moment et ton opportunité. Alors, vous pouvez voir Solène, vous pouvez une copie de son livre, même sur Amazon aussi, il y est. Donc, si vous le prenez. Merci beaucoup. Alors, je donne la parole à notre chère Nathalie Chadet, qui est l'auteur de l'Oxyqueen, une identité retrouvée. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc moi, mon histoire démarre en 2020, où je me retrouve en période de chômage. J'avais, malgré les nombreux CV que j'avais envoyés, c'était vraiment plus d'une quarantaine, cinquantaine de CV, ils me revenaient tous en fait négatifs. Et là, c'est à ce moment-là que je me posais la question, mais quel métier qui pourrait vraiment m'épanouir, qui pourrait vraiment me faire lever chaque jour avec le sourire. Donc je tombais vraiment presque en dépression, malgré que j'étais en couple, mon mari subvenait à la famille, mais j'ai toujours été une femme indépendante et pouvoir gagner ma propre rémunération, ça me tenait vraiment à cœur. Et c'est l'aînée de mes filles, qui avait 8 ans à l'époque, qui m'a dit « Mais maman, pourquoi tu ne deviendrais pas coiffeuse ?» Parce que c'est vrai que j'étais une coiffeuse afro de temps en temps, mais je n'étais jamais mis comme métier de coiffeuse. Enfin, j'avais des parents qui faisaient des études, travail, j'avais déjà un bac +2, donc je ne voyais pas être coiffeuse. Mais finalement, elle a quand même semé une petite graine dans ma tête, qui a commencé à germer. Et en faisant le pour et le contre, je me suis dit, bon allez, de toute façon, j'ai plus de réponses négatives, on va y aller. Je vais devenir coiffeuse. Donc j'ai voulu me professionnaliser. Donc à 36 ans, j'ai fait mon CAP coiffure en un an, que j'ai réussi du coup l'année d'après. Mais j'étais malgré, j'avais une clientèle qui devenait de plus en plus, j'arrivais pas à m'épanouir vraiment. J'avais une expertise, j'avais coiffé, mais j'arrivais pas vraiment à m'épanouir et à me lever avec le sourire chaque jour. Donc c'est l'année qui a suivi, donc en 2021, où c'était une année qui était très forte en émotion pour moi, puisque j'avais ma mère qui luttait entre la vie et la mort avec un cancer. Donc j'avais beaucoup d'émotions en moi, et c'était là que j'ai décidé de faire mon aventure capillaire avec les microlox. Donc les microlox, c'est les petits lox que j'ai actuellement sur la tête. Et donc j'ai pris rendez-vous avec une coiffeuse. Le 28 mars 2021, c'était le premier jour de mon installation. Et c'est une date qui est restée gravée à ma tête parce que c'était le lendemain où j'ai enterré ma maman. Donc de là, la coiffeuse m'a dit, mais si tu veux, on reporte la date. Et là, je lui ai dit non, c'est le moment, ce sera une transition dans ma vie, je vais y aller. Et quelle transition justement ça a fait? Parce que le premier jour de l'installation, j'ai bien dit le premier jour de l'installation, parce que l'installation dure plusieurs jours, je l'ai dans mon livre. C'est là qu'elle m'a dit, mais en racontant du coup mon parcours professionnel, et là elle me dit, mais pourquoi toi aussi tu ne deviendrais pas coiffeuse microlox? Je connais rien dedans, je viens de découvrir ça il n'y a pas très longtemps. Non, je manquais de confiance en moi, d'estime de moi, je ne me vois pas faire cette expertise. Et elle me dit, mais si, moi je crois en toi, et je sais que tu es capable d'y arriver. Donc elle avait plus confiance en moi que j'avais en moi-même. Donc là, je me suis dit, bon, encore une deuxième graine qui encore commence à germer dans ma tête. Et je me suis dit, ok, allons-y. Et si je deviens coiffeuse microlox, dans ces cas-là, je dois devenir experte coiffeuse microlox. Alors là, j'ai lu des livres, j'ai lu des blogs. Alors je suis assez autodidacte, dans la coiffure, je suis toujours autodidacte, je suis très visuelle.
Donc j'ai regardé des YouTube, vraiment c'était soir et matin, je suis vraiment pour devenir experte. Et là, il me fallait vraiment un modèle réel. Donc du coup, j'ai pris mes filles qui m'avaient lancé du coup dans l'aventure en me disant, bah, tiens, maman, on a besoin d'un modèle, est-ce que tu pourrais devenir mon modèle? Sans trop hésiter, elle m'a dit ok. Et là, en faisant son installation, comme Obélix qui tombe dans la marmite, ce fut vraiment une révélation. Là, je me suis dit, mais waouh, j'arrive à coiffer ses cheveux avec sa texture naturelle, sans produits chimiques, sans artifices. Et même elle qui était introvertie, ça l'a vraiment rendue même presque extravertie. Elle était belle, elle rayonnait. Elle était toujours, toujours un peu introvertie, mais ça l'a déjà aidée à aller vers les autres. Elle marchait la tête comme ça, avec ses cheveux qui remontaient au vent. Et j'ai commencé à mettre ces photos du coup sur les réseaux, parce qu'il me fallait du coup de la clientèle. Et là, de plus en plus de femmes commençaient à venir. Donc ma clientèle vraiment grossissait de jour en jour. Et en 3 mois, j'ai pu vivre cette activité. Et c'est là que je me suis dit, ouais, je vois des femmes que j'ai pu installer cette nouvelle aventure capillaire, qui elles-mêmes commencent à transformer leur vie. Certaines sont devenues entrepreneurs, certaines sont devenues même cadres dans leur entreprise. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose à faire avec cette nouvelle aventure capillaire. Et c'est de là que ce livre est né. L'Oxy Queen, comme j'avais appelé mes clientes, ton identité retrouvée. Une identité retrouvée. Une identité retrouvée, l'Oxy Queen. Alors, le processus d'accompagnement, comment ça a été pour toi, cette expérience d'écriture? Alors, c'est vrai que contrairement à mes collègues auteurs, c'était pas une idée où j'avais depuis 20 ans à écrire un livre. Moi, je n'étais pas du tout en tant qu'auteur. C'est vraiment l'année dernière, du coup, à cette conférence, j'avais un stand où Muriel m'a dit, tu es dans également, parce que j'ai également une casquette, je suis également conseillère en nutrition et bien-être. Elle m'a dit, si tu veux, tu peux faire un stand avec tes produits cosmétiques. Ok, j'ai pris un stand VIP. Et c'est en écoutant ces auteurs qui étaient là, moi je dis, waouh, des histoires impactantes, parce que ton histoire m'a beaucoup touchée avec les enfants. Et j'étais venue ce jour-là avec ma belle-sœur qui m'a dit, mais toi aussi tu devrais écrire un livre. Je dis, non, écrire un livre sur quoi? Qu'est-ce que je peux bien raconter? Elle dit, mais t'es une coiffeuse en fait, tu as vu ton métier, donc tu devrais écrire un livre sur, sur les micrologues, il y a très peu de livres dessus, d'ailleurs il n'y a même quasiment pas de livres dessus. Et là je suis, ouais, on verra. Et finalement, même pas une semaine, 2 semaines après, j'ai contacté Muriel vraiment de manière intempestive. J'étais en train de conduire et c'est venu vraiment comme une lumière dans ma tête. C'est bien. Et j'ai dit, mais je vais faire un message vocal, donc pas faire, à ne pas reproduire en voiture, mais j'ai quand même fait un message vocal et je lui ai dit, Muriel, j'aimerais écrire un livre sur les micrologues, mais est-ce que tu accompagnes vraiment des entrepreneurs dans ce domaine? Puisque moi, j'ai pas vraiment d'histoire à raconter à part mon histoire avec la coiffure. Est-ce que tu penses que tu es capable de m'accompagner? Elle dit, mais oui, n'importe quelle histoire, je pourrais, du coup, on va travailler ensemble pour pouvoir le faire. Et en 4 mois, du coup, c'est sorti. Et c'était en plus une période assez compliquée, parce qu'il y avait c'était pendant le mois de juillet également, ce démarrage. J'étais en vacances en famille en Martinique. Et pendant que mes enfants allaient à la plage, moi j'avais un but de terminer mon livre. Donc on a même fait un rendez-vous à 5h du matin. On était 5h du matin en Martinique, elle était au Congo à ce moment-là. Et je me suis levée à 5h du matin pour pouvoir faire mon coaching. C'était vraiment une révélation pour moi. Ça m'a permis vraiment de me révéler et vraiment d'avoir plus confiance en moi. Formidable, L'Oxy Queen. Pour toutes celles qui s'interrogent sur les micrologues, je m'interrogeais aussi. J'ai eu une réponse grâce à Nathalie. Vous voyez, je suis maintenant une L'Oxy Queen. Tout à fait, merci d'être ma cliente aussi. Voilà, je suis sa cliente, je me resserrage Martine. Tout à fait, exactement. Et juste pour vous dire, c'est exceptionnel. Avant que le livre sorte, il y avait déjà des ventes. Tout à fait, ah oui, non, parce qu'il y avait vraiment un besoin, question par tes propres clientes et des femmes qui les achètent même sur les réseaux d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Ce livre comme une référence. Tout à fait, une référence. D'ailleurs, ma mission, justement, à travers ce livre, c'est vraiment de pouvoir révéler, de pouvoir réveiller la L'Oxy Queen, comme je veux dire, puissante et battante qui sommeille à l'intérieur de chaque femme. Formidable, c'est une mission extraordinaire. Oubliez-vous une copie, ce stand est juste là, même à ouvrir, hein. Même les hommes qui sont là, procurez-vous une copie. Merci Nathalie Chadet. Alors nous allons passer du coup à Sandra Noël, qui était là l'année dernière, juste là. L'amour véritable de l'absence à la plénitude. Merci beaucoup. Applaudissons plus fort. Voilà, merci beaucoup pour votre patience. Ah, super. Merci. Allez.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors avant de parler de mon témoignage, je voudrais quand même rendre grâce à Dieu. Parce que je dis qu'il fait vraiment, vraiment de grandes choses, des choses vraiment extraordinaires. Et je voudrais vraiment lui rendre grâce parce que ce livre sommeillait en moi depuis 20 ans. Cela faisait 20 ans que Dieu m'a mis à cœur d'écrire. Mais je n'osais pas franchir le pas et je pense que je n'étais pas prête. Puisque écrire un livre, c'est se mettre à nu. Et quelqu'un comme moi qui était très discrète, me mettre à nu, c'était un grand défi. Et l'expérience que j'ai faite, c'est que j'étais à la maison, je me rappelle, c'était en mars 2024, j'étais sur les réseaux et j'ai vu passer l'annonce de la conférence. Et à ce moment-là, il y a cette petite voix en moi, que moi j'ai le Saint-Esprit, parce que voilà, qui me dit il faut que tu sois à cette conférence. Il faut que tu y sois. Donc j'ai pris mon billet, je suis venue à la conférence, j'ai participé à la conférence, je suis venue toute seule. J'ai participé à la conférence, je suis ressortie, mais waouh! Vraiment enrichie, vraiment, cette conférence avait marqué un tournant de ma vie. Et quand je suis rentrée à la maison, je me rappelle, j'ai contacté Muriel, je lui ai dit l'année prochaine, je reviendrai, je serai sur scène avec mon livre. Et gloire à Dieu, parce que j'y suis, on est en 2025, un an après, je suis sur scène avec mon livre. Donc je vais partager une partie de mon témoignage. Donc mon témoignage commence à l'âge de 3 ans. J'avais 3 ans quand je perds ma maman dans un accident de la route. Après le décès de ma maman, je suis récupérée par ma grand-mère maternelle. Je précise maternelle parce que c'était la mère de ma mère. Qui va me récupérer chez elle où je vais passer 13 ans. 13 longues années de maltraitance. Puisque cette femme que je pensais qui allait justement m'aider à surmonter ce deuil. On est petite, vous savez, une maman, enfin papa aussi, hein, mais on a besoin de sa maman pour se construire. On a besoin de la maman pour avoir des repères. Et ma mère m'a été arrachée à 3 ans et je comprenais pas pourquoi. Donc cette grand-mère va me récupérer et pendant 13 ans, la seule chose que je vais entendre entre les coups, entre les tentatives de mutilation, c'est « tu ne mérites pas de vivre ». Tout ce que tu mérites, c'est de rejoindre ta maman. Donc je vais vivre ça pendant 13 ans, jusqu'au jour où, à force d'entendre cette phrase sans cesse tous les jours, je vais moi-même décider de passer à l'acte, faire une tentative de suicide. Je dirais heureusement qu'il n'a pas marché. Et ensuite, en quittant un jour, avec cette tentative de suicide, il y aura aussi des fugues, parce que je vais tenter de fuir cet enfer que je vivais pendant de longues années. Je vais me retrouver dans un foyer pour enfants. Alors à la base, on m'avait dit que c'était un foyer pour enfants maltraités. Sauf que je me suis retrouvée dans un foyer où c'était des adolescentes difficiles. Je n'ai pas trouvé ma place, parce que je n'étais pas une adolescente difficile. J'étais une adolescente qui cherchait à comprendre pourquoi elle avait subi tout cela, pourquoi on lui avait arraché sa maman, pourquoi elle devait vivre sans amour maternel, sans rien, justement, parce que personne ne m'a apporté cet amour qui est censé construire un enfant. Donc je vais rester là de l'âge de 16 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Et ensuite à l'âge de 18 ans, puisqu'à la majorité, il vous trouve une famille pour pouvoir vous placer, je vais partir chez ma marraine qui était une amie de ma maman, justement. Puisque ma famille ne voulait pas me récupérer. Et en sortant de ce foyer, ma marraine qui n'avait pas d'enfant a tenté par tous les moyens de m'apporter cet amour, mais pour moi c'était pas possible puisque ma propre grand-mère n'avait pas été capable de m'aimer, celle qui était censée justement compenser cette absence de ma maman. Donc pourquoi une étrangère m'apporterait de l'amour? C'était pas possible. Et cela m'a suivi pendant de très longues années puisque à partir de là, quand je rencontrais peut-être quelqu'un qui tentait de m'aimer, je fuyais, je me renfermais parce que l'amour me faisait peur en fait. Et en sortant quand j'ai atterri chez ma marraine qui a tenté de m'apporter cet amour, je me suis rebellée à 18 ans. J'en voulais au monde entier, je pense. Déjà parce que je ne comprenais pas pourquoi je subissais tout cela. Et je vais rencontrer très très rapidement, je dirais mon premier amour. Je vais aimer cet homme, mais malheureusement, très vite, les violences vont refaire surface. Jusqu'à frôler la mort un jour, une deuxième fois, une troisième fois. Et ça a été comme ça pendant très longtemps. Donc de l'âge de 3 ans jusqu'à, je dirais, pendant très longtemps, la mort me poursuivait. J'avais le sentiment que la mort me poursuivait, de marcher avec moi en fait. Elle attendait juste le bon moment pour frapper et m'emporter, sauf que
À l'époque, je ne savais pas, mais il y avait la main divine qui était sur moi et qui m'a permis justement qu'elle puisse m'emporter. Et je rends grâce à Dieu vraiment pour ma vie parce que pendant très très longtemps, il a veillé sur moi. Et c'est pour ça souvent je dis à certaines femmes, quand elles disent qu'elles sont toutes seules, vous n'êtes pas toutes seules. Non, vous n'êtes pas toutes seules. Moi je l'ai pensé, mais vous n'êtes pas toutes seules. Et puis, ma vie va continuer comme ça, avec cette absence d'amour que je vais tenter de compenser à travers les relations, à travers les amis. Mais c'était toujours l'amour à sens unique, c'est-à-dire que j'avais beaucoup à donner, mais je ne recevais pas en retour. Et je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas aimée. Ce vide affectif, je n'arrivais pas à le combler. J'ai longtemps vécu avec. Et un jour, alors que j'étais encore dans une relation, j'étais très très malheureuse, j'ai crié à Dieu dans ma cuisine, je me rappelle. J'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne comprends pas, je suis fatiguée. J'avais 42 ans, ça avait commencé à 3 ans. J'ai dit, je suis fatiguée. Moi aussi, je veux vivre en paix, je veux être heureuse, je veux connaître le bonheur. Et ce jour-là, alors que j'étais en train de crier à Dieu, je me suis sentie enveloppée, mais enveloppée comme jamais, par un amour que, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Et en moi, j'ai ressenti cette petite voix qui résonnait, qui me disait « Je t'aime » pour la première fois de ma vie. Quelqu'un me disait « Je t'aime », mais je sentais que c'était sincère. Cet amour m'a rempli, cet amour m'a comblé. Cet amour m'a appris à pardonner le mal qui m'avait été fait. Et je sais que maintenant, alors, on dit qu'il faut prophétiser sur sa vie, nous sommes les prophètes de notre vie. Je prophétise que je rencontrerai la bonne personne que Dieu a destinée pour moi. Voilà. Mais je sais que, une chose que je dis, il ne faut pas chercher à trouver l'amour à travers les relations. Parce que lorsqu'on est brisé intérieurement, en fait, on donne ce qu'on a. Et lorsqu'on est brisé intérieurement, que ce soit nous ou la personne en face, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je sais que si je refais ma vie, je suis comblée. Donc je pourrais apporter, mais aussi comprendre la personne qui est en face de moi. Parce que je dis souvent que deux blessés qui essaient de s'accorder, c'est compliqué. Donc Sandra, voilà. Pour nous dire, vu que le temps nous est imparti d'aller à la fin de cet entretien, mais l'amour véritable aujourd'hui est là, tu l'as vécu, oui. Tu vis au quotidien. Tout à fait. Au nom de Dieu. Tout et aujourd'hui, tu nous le transmets dans ton livre. Il y a aussi une méthode. Voilà. Alors, ma méthode s'appelle... Alors déjà, le titre du livre a été révélé, parce que je me rappelle lors du coaching, on cherchait un titre pour le livre. Et au moment où je recevais l'amour véritable de l'absence à la plénitude, Muriel m'a dit, on devrait écrire la plénitude. Et je me suis mise à sourire parce que elle me dit, mais pourquoi tu souris? Je dis, parce que c'est exactement ce que je viens de recevoir. La méthode s'appelle l'amour véritable, pour aller dans la continuité de mon histoire. Yes. Et l'amour véritable, c'est une méthode sur les 4 principes divins pour guérir des blessures intérieures à travers l'amour véritable de Dieu. Parce que l'amour véritable, c'est Dieu. Yes. Pour toutes les femmes, tous les hommes aussi, hein, qui ont le cœur brisé et qui peuvent enfin être guéris grâce à l'amour véritable de Dieu. Ton livre est disponible aujourd'hui, bien sûr. Tout à fait. À ton stand avec une belle dédicace. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui, il faut semer. Il faut semer. Ah, voilà. Ben, voilà. Donc, j'offre ce livre, je sème. Parce que moi, je déclare déjà que... Il y a une semence ici qui vient quand on dit des choses. Vraiment, des fois, avec ça, vous m'étonnez, quoi. Vous allez vous blesser pour récupérer un livre. Merci beaucoup. Dédicace après à son stand. Merci pour la semence. Alors, on va terminer donc avec Astrid Nyombela, que j'avais rencontré à Pointe-Noire. Les voyages là, c'est bon, hein. Donc, voilà, tu nous racontes la poitrine orpheline, un cœur meurtri d'une âme en renaissance. Je te laisse raconter ton histoire, s'il te plaît. Alors, excuse-moi, je vais être un peu strict, mais c'est 8 minutes et demie. Voilà. On est obligé, parce que c'est chaud sur moi là. Ah, ben voilà. Dieu est juste. Comme ça. Justice de Dieu. Bonsoir à toutes. Donc, je vais essayer d'être très rapide. Alors, pour mon histoire commence le 6 mars 2019. Alors, le 6 mars 2019, je suis à Pointe-Noire. En fait, je suis à Paris depuis quelques temps. Donc, je suis à Pointe-Noire et je donne naissance à un magnifique petit garçon qui s'appelle Noah. Pour ceux qui achèteront le livre, ils s'en rendront compte. J'ai changé tous les noms sauf le nom de mon fils. Voilà. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, le 7 mars, donc pardon, c'est le 5 qu'il est, et le 7, pardon, on m'annonce qu'il est décédé.
Entre deux, vu que je l'ai eu par césarienne, entre deux, moi je suis dans un hôpital en train de laisser évacuer tout ce qui est rachis, anesthésie et les effets collatéraux. Et lui est dans un autre hôpital, sous couveuse, etc. Donc je n'ai pas la main dessus, je ne sais pas ce qui s'est passé, etc. Donc quand on m'annonce qu'il est mort, on me fait quand même la grâce de pouvoir aller le voir. Donc je le porte pendant exactement 4 minutes avant qu'on me le prenne des bras et qu'on aille l'enterrer. Donc je ne sais même pas là où il va être enterré parce que moi il faut que je retourne à l'hôpital encore pour quelques jours. Voilà, donc les médecins sont incapables de me dire ce qui s'est passé. On me dit qu'il a fait un arrêt cardiaque, etc. Bref, ce qui se passe, c'est que j'entends pas très bien parce que je veux vraiment rester connectée à mon fils. Donc juste petit détail, moi je suis une maman qui suis très fusionnelle. J'ai eu 2 filles avant ce petit garçon-là. Je suis très très fusionnelle. Donc pendant toute la grossesse de mon fils, vraiment pour vous dire, j'ai découvert que j'étais enceinte. Je crois que c'était au bout du 4e jour ou 5e jour. Très très vite parce que les symptômes chez moi c'est assez rapide. Et tout de suite je m'imagine comment ça sera à l'université. Donc vraiment je suis très en avance. Et là du coup quand j'apprends cette nouvelle, tout de suite, pour moi c'est vraiment la descente de l'enfer. Parce que tout de suite j'encaisse la faute en fait. J'ai l'impression que c'est ma faute à moi, que j'ai fait quelque chose de mal, qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien surveillé, qu'il y a quelque chose que je perds confiance en moi tout de suite, je ne sais plus prendre de décision, je ne sais plus pourquoi je vais au travail, je perds complètement confiance en moi, je tombe dans la colère, je commence vraiment à ruminer et autour de moi les gens, au début ils viennent, ils comprennent, mais au bout d'une semaine ils ont l'impression que c'est passé. On me dit t'inquiète pas, tu en auras d'autres. Dieu a donné, Dieu a repris. D'ailleurs, juste un petit détail, si je peux vous le conseiller, ne dites pas ça, parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne donne pas pour reprendre, c'est pas son mode de fonctionnement. On me donne des phrases complètement bateau. Quand j'essaie de savoir ce qui se passe, je me renseigne, on me dit mais pourquoi tu penses encore à ça? Fais-en un autre, ça va passer. Tu es encore jeune, tu en auras. Alors que je suis complètement brisée de l'intérieur en fait. Tous les jours, je m'auto-sabote, tous les jours, je me dis que j'ai vraiment mal fait. Et pareil, en fait, mon conjoint, il ne comprend pas. Pourquoi 6-9 mois plus tard, je suis encore en train de m'apitoyer, il appelle ça. Il ne comprend pas en fait. Et moi, je ne comprends pas pourquoi lui, il ne comprend pas. Du coup, je suis complètement fermée, lui pareil, il est fermé, donc ça ne nous aide pas à avancer. Donc, je n'ai que droit qu'à 1 minute et demie. Donc l'histoire, le principal de l'histoire, c'est ça, c'est qu'à un moment, je décide, quand je me rends compte que autour de moi, les gens veulent compatir, les gens sont compatissants, ils veulent bien faire, mais il n'y a personne qui me donne vraiment la solution. Il n'y a personne qui a la bonne parole. Il n'y a personne qui comprend réellement ce que je vis en fait. Et je commence à faire des recherches. Je suis à la recherche de témoignages. J'essaye d'en parler. Et je me rends compte qu'on est très nombreuses en fait. La première année, le premier anniversaire de mon fils. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai célébré chacun de ces anniversaires en faisant quelque chose de particulier. Au premier anniversaire, j'ai tenu une réunion avec les mamans pour parler de ce sujet-là. Et il se trouvait qu'on était nombreuses à avoir plus de grossesses que d'enfants vivants. Donc, il y en avait au moins 2 sur 3 qui avaient subi ce genre de choses et personne n'en parlait. Elle n'était pas forcément guérie, mais elle mettait un pied devant l'autre. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on guérit? Je ne sais pas. Je sais que le soir, en rentrant chez moi, je me suis dit peut-être qu'il est temps. Je pourrais peut-être faire comme mon conjoint me demande, faire un autre enfant. Et là, mon corps se met à trembler de la tête aux pieds. Je comprends que c'est même pas moi, en fait, qui décide. C'est juste pas le moment, en fait. Donc, je me rends compte qu'il faut que j'arrive à guérir, que c'est moi qui dois décider de guérir, que je dois trouver le moyen. Et c'est là que je commence à tout mettre sur papier. En fait, j'ai commencé très tôt, mais je mets sur papier, sur des petits bouts de papier, ce que je ressens, histoire de mettre de la clarté dedans. Et quand je regarde, quand j'essaie d'échanger avec les gens, avec les témoignages, etc., je me rends compte qu'on passe toutes par les mêmes étapes. Que ce soit quelqu'un qui a perdu son enfant il y a 9 ans, il y a 10 ans ou le mois dernier, on passe toutes par les mêmes étapes. Et là, même avec les différentes consoeurs, je me rends compte qu'il y a des schémas qui se répètent en fait. Au début, c'est vraiment pour soi, et à la fin, on se demande est-ce que c'est pas mieux, enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui aurait besoin de ça? Voilà, donc c'est vraiment ça qui a inspiré mon livre. Et par contre, moi, je ne propose pas vraiment de méthode. Je sais que c'est une épreuve qui est tellement intime que c'est très difficile de se faire entendre par quelqu'un. Tiens, voilà comment tu dois guérir. C'est très difficile. Je sais qu'au début, on m'a présenté la prière. J'ai été voir un psychologue. J'ai essayé de parler à des gens que je ne connaissais pas, mais j'étais tellement en colère que j'étais incapable d'entendre. Poitrine orpheline, tu
peux juste nous expliquer Poitrine orpheline, parce que c'est un titre qui interpelle. Alors, Poitrine orpheline, on est une minute et demie, il monte la sauce. Ok. Alors, Poitrine orpheline, pourquoi? Parce que pendant ma grossesse, je me suis vraiment engagée, j'ai fait tout le nécessaire pour que mon bébé à la naissance, parce que c'était mon premier garçon, je voulais qu'il soit vigoureux, j'ai mangé tout ce qu'il fallait manger pour qu'il ait du lait bien vitaminé. Et quand je l'ai perdu, j'ai dû prendre malheureusement des produits chimiques pour arrêter la lactation. J'ai senti que ma poitrine était orpheline, qu'elle avait perdu réellement le propriétaire, on va dire. Et deuxièmement, parce que je me suis retrouvée à tellement souffrir que j'avais l'impression qu'on m'avait arraché le cœur. J'avais l'impression que je n'étais plus capable d'aimer réellement, j'avais l'impression que tout l'amour qui séjournait dedans, enfin, j'avais perdu mon cœur en fait. Donc c'est à double sens, et c'est vraiment un titre qui m'est arrivé très tôt, dès 2019, quand j'ai commencé à écrire à ce sujet-là. Voilà, Poitrine orpheline qui s'adresse à toutes les femmes qui ont souffert de la douleur de la perte d'un enfant. Donc, par le deuil périnatal, mais aussi aux familles aussi. Hein. Exactement. Pour leur permettre de mieux accompagner ces femmes, tout à fait. De libérer la parole aussi, ce qu'on libère la parole, même si. Tout à fait, exactement. Mais de toute façon, c'est en libérant la parole, en parlant aux gens, que j'ai rencontré Dieu, on va dire. J'ai rencontré un groupe de prière. Exactement. Quand on le rencontre, on le sait. Exactement. C'est vraiment ça en fait. Vraiment, j'ai rencontré Dieu et ça m'a permis de décharger tout ce que j'avais sur le cœur et de déposer tout le fardeau en fait qui était associé à ça. Je me suis rendu compte que en fait cette expérience-là ne me définissait pas, que je n'étais pas juste une maman qui avait perdu son fils ou qui avait accouché un enfant à jeter entre guillemets. Et vraiment aujourd'hui, si j'en parle comme ça sur scène devant vous, pour moi c'est un véritable honneur parce que encore aujourd'hui je célèbre encore son 6e anniversaire. Donc je suis contente parce que j'étais très énervée puisque personne n'en parlait autour de moi. Et aujourd'hui je peux en parler avec vous. Et je sais que même si vous n'achetez pas forcément le livre, vous allez en parler. Et je suis contente qu'au final, j'arrive à laisser le nom de Noah dans la bouche de plus de 100 personnes. À mon fils Noah, maman t'aime d'un amour éternel. Quel hommage à tous. Vous le retrouvez, Poitrine orpheline, à son stand, donc procurez-vous une dédicace et offrez-le aussi à une maman qui a aussi connu l'orphelinat de sa poitrine. Qu'elle peut guérir, c'est possible de retrouver la joie de vivre. Merci. Alors applaudissons pour toutes ces femmes extraordinaires. Waouh, 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 waouh.